Merci Emmanuel. Oui, passionné par la lecture, je dirais pas jusque-là. Intrigué, plutôt, je dirais. Peut-être parce que je suis que technicien et pas juriste, mais toujours est-il que c'est vrai que ce second confinement est assez propice à la production de textes, compliqués, aux impacts, assez importants. Donc après le socle commun, la 2e fournée, de ce deuxième confinement concernait 2 textes relatifs au tri généralisé à la source et les TMB. Et on verra justement cette association entre ces 2 points, ces 2 éléments, pose, effectivement de nombreuses questions. Avant, d'aborder les 2 textes qui sont parus, il nous a semblé nécessaire de faire un retour, une mise en perspective par rapport aux anciens textes. D'où venaient ces nouveaux textes, sur quels articles et sur quelle base ils se basaient. Donc, je balayais assez rapidement ce point-là, mais ça nous paraissait important quand même d'y revenir. Déjà, l'un des 1ers textes, qui est la loi de transition énergétique de 2015, qui prolongeait finalement les lois Grenade, 1 et 2, avec un 1er point qui était la mise en place donc du tri à la source des déchets organiques, avec une généralisation avant 2025. Autre point qui avait été abordé dans cette loi de transition énergétique, spécifiquement au TMB, c'était, la précision de dire que la création de nouvelles unités de TMB n'était pas pertinente sur des territoires n'ayant pas mis en place, un tri généralisé à la source. Donc, Pro de grands points, émanaient de cette loi. Le tri généralisé à la source s'applique à tous et que la loi n'interdisait pas à la création de nouveaux TMB, mais elle émettait seulement l'obligation, enfin, du moins l'obligation, elle émettait le postulat leur création était peu pertinente devant l'obligation du tri à la source qui était aussi demandée. Si on suit l'historique réglementaire, il y a eu ensuite le paquet, européen d'économie circulaire, en 2018, avec, des points qui ont été précisés, en particulier le trait à la source, au plus tard en 2023, sauf dérogation. Ça, c'est un point important parce que c'est une il y a eu 4 dérogations qui étaient ouvertes parmi ce paquet européen, lesquelles dérogations n'ont absolument été, pas reprises par le gouvernement. Que je rappelle ici, donc il y avait, comme dérogation un motif industriel, c'est-à-dire que la porte était ouverte à ce un autre dispositif qui puisse garantir une qualité équivalente puisse être envisagé dans certains cas. Un motif environnemental, en particulier, ça visait, l'impact, parfois pouvant être négatif de la collecte séparée dans certains secteurs. Il y avait aussi l'aspect complexité, complexité technique par rapport à la mise en œuvre de cette collecte séparée et enfin un motif économique, dès lors qu'on pouvait, mettre en exergue des coûts qui dépassaient, toute proportion et toute acceptabilité. Il y avait possibilité donc de déroger à cette obligation. Autre point qui était avancé par ce paquet européen, c'était le fait de dire que seuls les composts et les digestats issus des biodéchets pouvaient rentrer dans la catégorie, du moins dans le classement de la valorisation. Ça sous-entendait que les composts effectivement de TMB ne pouvaient plus être, intégrés comme, enfin considérés comme être recyclés. Donc au final, ce paquet européen ouvrait la porte à des dérogations, n'interdisait pas non plus la production de compost de TMB, mais visait seulement à requalifier le terme de valorisation uniquement pour les produits issus du tri généralisé, d'un tri sélectif à la source. La loi AGEC, donc février 2020, donc on se rapproche avec, 3 articles importants. L'article 87 qui, interdit la production de compost, à partir, de la fraction fermentescible des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 2027.
On verra avec les interprétations qu'on peut avoir par rapport à cette notion de compost. Qu'est-ce qui est interdit? Si c'est le compost normalisé ou si c'est le retour au sol. Autre point, validation du tri, généralisé à la source, à partir du 31 décembre 2023, qui s'appliquerait donc à l'ensemble des producteurs, y compris les collectivités. Et enfin, l'article 90, qui conditionne l'autorisation des nouvelles, de nouvelles installations de tri mécanisé à la source, au respect d'un tri généralisé à la source. Donc à l'époque, ce tri généralisé à la source n'était pas défini, mais toujours est-il qu'il y a eu quand même beaucoup de discussions par rapport à cette obligation, imposée. La création n'était plus rendue pertinente, n'était pas considérée comme non pertinente, mais là, elle était carrément, conditionnée par, le respect d'une telle mise en œuvre. Les objectifs, de valorisation, de matière organique, quant à eux, demeuraient inchangés par rapport à cette loi AGEC. On a vu aussi donc la possibilité des dérogations, comme je disais tout à l'heure, qui avaient été ouvertes par l'Europe, supprimées de cette loi. La transition, comme on disait, la transcription, pareil, a été durcie, par rapport au souhait de l'Europe de sortir, le compost, de TMB, du caractère valorisation. La loi AGEC était encore plus loin en interdisant purement et simplement cette production de compost. Et enfin, dernier point qui est très important on le verra par la suite et par rapport aux unités existantes, c'était que toute extension et voire toute modification notable apportée sur des TMB nécessitait un tri généralisé à la source. Donc le caractère notable quand même balaye, encadre pas mal d'évolutions possibles, c'est-à-dire, une unité qui souhaiterait, se doter d'un module de production de CSR, par exemple, serait amenée à rajouter sans doute une rubrique ICPE et donc ça serait une modification notable et par, l'application de cette loi, seul un TMB sur un territoire qui peut garantir un tri généralisé à la source pourrait envisager une évolution de son usine. Donc qui est une contrainte très, très limitante pour toute évolutivité possible des sites existants. L'ordonnance de 2020, qui est venue apporter des définitions et des compléments, des compléments techniques, par rapport en particulier à la loi AGEC, avec cette notion de mélange, l'interdiction de mélanger les biodéchets avec d'autres types de biodéchets. Donc après, des subtilités en fonction des dates aussi d'application, mais on y reviendra un peu plus loin. Mais toujours l'absence d'une définition claire du tri généralisé à la source, toujours la non-reprise des dérogations. Et c'est vrai que cette notion de mélange interroge, pose beaucoup de questions. Les biodéchets, les déchets verts ne sont pas collectés différemment. Est-ce qu'on peut les mélanger? Bref, on peut décliner différents articles comme ça et se prendre la tête sans forcément trouver la solution. Donc voilà, c'était le préambule aux deux textes là, qui sont parus. Donc, je rappelle, ils sont parus, je crois, j'ai plus la mémoire en tête, c'était en novembre, décembre, avec un projet de décret qui s'appelait, le terme est à mon avis important, décret relatif à la justification du trait généralisé à la source des biodéchets et aux installations de TMB, tandis que l'arrêté, lui, a perdu le terme de TMB. C'est l'arrêté pris en application de l'article du Code de l'environnement, donc par rapport au décret présenté ci-avant. Donc, pour garantir, pour caractériser un tri généralisé à la source, ces textes-là mettent en avant deux critères à respecter obligatoirement, des critères de moyens, des critères de résultats. Le premier critère obligatoire, chaque collectivité doit pouvoir justifier qu'au moins 95% de sa population est couverte par un dispositif de tri à la source. En plus de ce critère 1, donc il y a un critère des critères de résultat, donc c'est au choix. Il y a donc trois sous-critères 2 pouvant justifier donc de cette obtention de résultats. Il y a le critère 2A qui concerne la production d'ordures ménagères amenées à l'habitant, la production de biodéchets qui restent dans les ordures collectées
Et enfin, la part de biodéchets détournés du flux d'ordures ménagères depuis que la collectivité en question a commencé à mettre en place le tri généralisé à la source. Voilà, donc 2 critères principaux, dont un qui se décline en trois possibilités, laissées pour l'instant au choix de chaque collectivité. 2 autres points très importants, outre ces critères. Le premier, qui conditionne l'acceptation de toute ordure finalement sur une usine de TMB par la mise en place d'un tri généralisé à la source. Ce qui sous-entend qu'une usine existante sur un territoire donné, lequel territoire ne veut pas justifier d'un tri généralisé à la source, ne peut pas amener ses ordures être valorisées sur cette usine. Cette obligation de justification de tri généralisé à la source allait certes imposer, comme les textes précédents, quand on crée une usine ou quand on l'agrandit, à travers l'obligation d'intégrer ces éléments-là dans le dossier de demande d'autorisation, dans les porter à connaissance, mais aussi dans le cadre de l'exploitation, puisque c'est des éléments qui doivent être fournis tous les ans. Donc, c'est un rajout particulièrement contraignant par rapport à la réglementation existante. Si on passe sur l'analyse de ces 2 textes, hein, qui sont des textes assez courts, mais ils ont beau être courts, ils sont assez compliqués. Et ils créent beaucoup d'interrogations, je dirais. On ne peut pas être dupe un peu de la finalité qui se cache, enfin, elle n'est pas vraiment cachée derrière ces textes-là, quant à la viabilité des TMB à terme. Mais le pire, enfin, le second point, c'est qu'elle jette aussi un flou sur la définition du tri généralisé à la source. Dans le sens où ils associent TMB et tri généralisé à la source, alors que le tri généralisé à la source est censé être obligatoire pour toutes les collectivités. Donc, est-ce que cette définition qui est proposée ne s'applique qu'aux collectivités qui ont un tri, enfin, qui ont un TMB? Quand on lit les textes, a priori, c'est ça. Il y a d'autres textes qui vont être en préparation, mais on se pose la question, quid des autres collectivités? Quid d'une installation qui met, enfin, d'une collectivité qui élimine ses déchets en unité de stockage ou en UVE? Est-ce qu'il ne serait pas soumis aussi à ce tri généralisé à la source? Alors pourquoi avoir associé ces 2 termes, alors qu'une simple définition du tri généralisé à la source aurait permis d'apporter donc le cadre que doivent respecter toutes les collectivités et de répondre aussi à l'article 90 de la loi GEC sur les TMB. Donc il y a quand même des grosses interrogations sur cette focalisation des textes sur les TMB. Le fait aussi que c'est les TMB aussi existants qui sont visés et non plus la création. Donc c'est la mise en cause quand même d'ouvrages et d'investissements conséquents pour les porteurs de projets, avec un risque de ne plus pouvoir alimenter les TMB existants dès lors qu'on ne peut pas justifier de tri généralisé à la source. Et c'est vrai qu'on se pose aussi des questions par rapport aux autres critères, aux autres verrous qui ont été imposés par rapport à l'absence de possibilité de faire évoluer son site existant sans pouvoir justifier du trait à la source, c'est-à-dire qu'on est un peu bloqué pour faire évoluer une usine dans un sens ou dans l'autre par rapport à ce critère notable qui ne peut être validé, qui peut être accepté que si on généralise, on justifie la généralisation du tri à la source. Toujours dans ces textes, des définitions qui sont floues. Donc, les définitions, c'est quand même des éléments qui sont importants, qui donnent le cadre. L'une des définitions qu'on voit, et à chaque texte, on a l'impression qu'il y a une nouvelle définition qui est fournie, donc on s'y perd un peu, alors qu'il y a des définitions au niveau européen qui ont été apportées. La définition là, du TMB, on a du mal à comprendre ce qu'elle englobe. Il est fait état d'une valorisation de la fraction fermentée cible. Mais si on a une usine qui ne pratique pas un retour au sol, est-ce qu'on est considéré dans un TMB? Bref, ce serait plus que nécessaire que d'homogénéiser une bonne fois pour toutes cette appellation pour éviter de se noyer dans des discussions à long terme. Autre point aussi qui est flou et qui n'est pas du tout défini dans ces textes, c'est
ce qu'on appelle les biodéchets dans les ordures ménagères. On l'a vu, il y a un critère qui demande de vérifier la quantité de biodéchets dans les ordures ménagères pour justifier de la bonne atteinte de performance de tri à la source. Par contre, qu'est-ce qu'on appelle biodéchets dans les ordures ménagères? Est-ce que c'est les seuls putrescibles du Modécom ou est-ce qu'il faut intégrer aussi les autres sources de matières organiques comme les papiers cartons résiduels, les textiles sanitaires, voire les fines? Bref, cette réponse n'est pas du tout apportée. De même que les 35 kilos qui sont imposés dans un des critères, on s'interroge de savoir d'où sortent ces 35 kilos par habitant et par an. Est-ce qu'ils se reposent sur des études, lesquelles? Parce que c'est vrai que quand on regarde les collectivités qui ont mis en place du tri généralisé à la source, même sous forme de collecte, c'est des seuils qui nous paraissent particulièrement bas. En plus, il y a des typologies d'habitations qui sont imposées dans ce texte-là et quand on regarde en détail, on se rend compte que plus on est en milieu urbain, plus il va falloir trier ces biodéchets, pour atteindre les objectifs par rapport à un milieu rural, ce qui pose question. Et enfin, dernier point dans les définitions qui interroge, c'est l'aspect déchets verts qui réglementairement, sont des biodéchets et sur lesquels les textes restent totalement muets, parce que les déchets verts font quand même l'objet d'une collecte sélective sur la plupart des collectivités. Je crois que c'est plus de 90 d'après, parce que des émetteurs de collectivités qui procèdent au tri des déchets verts. Donc, que ce soit un apport en déchetterie ou en collecte en porte-à-porte. Donc, en gros, les biodéchets qui sont visés par ces textes sont uniquement les biodéchets alimentaires et ça aurait été bien aussi de pouvoir intégrer cette autre part des biodéchets que sont les déchets verts qui constituent quand même la grosse quantité de biodéchets ramenés à l'habitant. Après les définitions, les critères qui posent problème avec cette obligation, comme je le disais, critère 1, critère 2, cette obligation cumulée et de moyens et de résultats. Qui pose la question suivante, c'est une collectivité qui présente des résultats d'efficacité conformes aux critères imposés, mais qui n'a pas mis en place les moyens suffisants. Comment on la juge? Vice-versa, on peut avoir des collectivités aussi qui ont respecté pleinement la mise en place d'un tri généralisé, qui a mis une collecte en porte-à-porte, par exemple, sur la totalité de son territoire, mais qui n'atteint pas les objectifs. Comment appréhender ces cas-là? Donc, c'est vraiment un casse-tête de pouvoir cumuler les deux et avec des notions aussi financières conséquentes qui sont associées à cette obligation et de moyens et de résultats. Le deuxième point, je vais passer rapidement, mais c'est vrai que ce qui nous a interrogés aussi, c'est que généralement dans les décrets, il y a les grandes lignes, je schématise, hein, et dans les arrêtés, il y a les chiffres, là, tandis que là, on trouve des chiffres un peu dans les deux. Donc c'est vrai que ça interroge et ça pose des questions sur l'évolutivité après des textes et voilà, c'est la lourdeur qui sera nécessaire après pour modifier les décrets. Après, si on regarde point par point les différents critères, le premier critère donc, est l'obligation de moyens. 95 des habitants d'un territoire justifiant d'un tri généralisé à la source, c'est un chiffre énorme et en outre invérifiable. Il y a différentes données qui sont fournies par rapport au mode de calcul. Alors, on calcule le nombre de composteurs individuels, on calcule le nombre de composteurs comment dire, collectifs, etc. Mais on rentre dans une sorte de cuisine et d'approximation qui une usine, à notre avis, une usine à gaz, où on ne peut remonter qu'à 2010, c'est-à-dire qu'on n'intègre pas du tout ce qui a été distribué avant 2010. Possibilité de sondage, mais on comprend bien que mettre en place sur un sondage soit une petite collectivité ou une agglomération comme Nantes où j'habite, je veux dire, ça rime pas à grand-chose pour un critère voilà, qui est beaucoup trop ambitieux et dans son niveau et dans le mode de calcul qui est présenté. Ensuite, si on passe aux critères de résultats, la production d'ordures ménagères par habitant, donc c'est un critère simple hein, qui est connu, qu'on peut mesurer régulièrement. Par contre, elle est associée à des typologies de collectivités. C'est-à-dire que vous devez produire X kilos
par habitant pour une commune de moins de 5000 habitants, X kilos, etc., etc. Sauf cette définition par nombre d'habitants par collectivité euh, est, à notre avis, pas du tout adaptée à la réalité des choses. Une collectivité de 50 000 peut présenter des typologies complètement différentes. Donc, il y aurait lieu de modifier et de détailler cette typologie d'habitat, quitte à reprendre les typologies qu'utilise déjà l'ADEME pour avoir des chiffres qui soient cohérents. Et enfin, donc les chiffres aussi, les tonnages qui seraient imposés pour ces fameuses collectivités d'ordures ramenées à l'habitant sont des chiffres qui sont très ambitieux, qui nécessiteraient plusieurs années minimum, hein, voire décennies pour les atteindre. Donc c'est vrai qu'on se pose la question, d'où sortent ces chiffres? Est-ce qu'ils sont viables? Parce que fixer des objectifs qui ne sont pas atteignables, c'est tout sauf positif pour motiver les habitants et les élus à suivre. C'est comme certains plans régionaux qui imposent une valorisation de 100% de la matière organique dans les ordures ménagères. On se pose toujours des questions, à quoi ça rime de mettre des chiffres aussi élevés. Le critère B, c'était donc la quantité de biodéchets dans les ordures. Donc, c'est clair que quand on parle de tri généralisé à la source des biodéchets, on se dit c'est le critère, voilà, c'est le critère, on regarde ce qu'il y a dans l'ordure, ce qui reste, et on voit si on a bien fait notre job en amont. Donc, le projet dit, ben, c'est simple, il suffit de faire un modécom. Oui, c'est simple de faire un modécom, ça c'est clair. Sauf qu'un modécom, ça ne veut absolument rien dire. Un modécom, ça se fait par campagne. Un modécom, ça se fait sur différentes périodes de l'année parce que ça bouge beaucoup. Ça se fait sur différentes années, ça donne des tendances. Donc, de tout résumer à la simple réalisation d'un modécom reste à notre avis un peu restrictif. Et le second point, ça serait possible, certes, mais moyennant des coûts très importants. Et à titre voilà, de clin d'œil, on attend toujours le modécom ADEME de 2017, on n'a toujours pas les détails, les résultats détaillés. Donc c'est vrai que d'imposer des modécoms à tous, mais de ne pas produire les modécoms réalisés, bon, ça fait un peu sourire. Et enfin, le troisième critère, le critère 2C, qui était la part donc, de biodéchets détournés des ordures ménagères. Entre le moment où la collectivité a commencé la mise en place du tri à la source et actuellement, pose la question de se dire, c'est quoi le moment à laquelle la collectivité a commencé le tri à la source? Est-ce que c'est la première fois où elle a distribué un composteur individuel? Est-ce que c'est la première fois où elle a mis en place des campagnes de prévention pour réduire le flux? Voilà, donc on ne sait pas jusqu'où on peut aller. 10 ans, parce que 10 ans, dans le critère A, il parlait de 10 ans. Et est-ce qu'il y a 10 ans, on faisait des modécoms? Sans doute, mais les méthodes de modécom ont évolué depuis. Donc voilà, donc il y a pas mal d'interrogations. En plus, c'est une méthode qui repose aussi sur le modécom, donc qui renvoie au critère de B avec les remarques et les réserves qu'on émettait précédemment. Et enfin, un point aussi qu'il faut intégrer, c'est que on parle avec les déchets verts, comment on intègre les collectivités qui soit collectent déchets verts et biodéchets en même temps, soit collectent des biodéchets, mais on sait très bien que quand on collecte des biodéchets alimentaires, il y a souvent un transfert de déchets verts aussi vers ce flux-là, donc qui aurait tendance à grossir ce flux de biodéchets et donc à optimiser finalement ce résultat de ce critère de C. Donc beaucoup d'interrogations sur ces critères. Pour arriver donc à une synthèse, une pré-synthèse, parce que c'est vrai que c'est des textes qui partent un peu dans tous les sens, qui donnent des modes d'emploi assez complexes à comprendre. Mais je dirais enfin à mon avis, hein, l'un des effets un peu les plus négatifs de ce texte-là, c'est ce flou entre TMB et tri généralisé. Pourquoi associer les deux? Le trait généralisé à la source, c'est une obligation. Je pense que tout le monde dans la profession l'accepte, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ça devrait être clairement défini comme une obligation qui s'applique à tous à travers un texte propre, sans faire intervenir le TMP. Donc là, on est un peu perdu. On se dit, ce tri généralisé à la source, il est pour qui? Il est pour tous, il est pour les gens qui ont un TMB, les gens qui veulent en faire. Voilà, donc ça crée plus de questions que ça apporte de réponses. Le tri généralisé à la source, comme on disait, il est présenté comme un préalable à l'évolution de tout TMB, mais aussi avec un risque de fermeture des TMB existants. Donc c'est quand même un point essentiel à travers ces textes-là.
une collectivité qui peut plus justifier d'un tri, enfin qui ne peut pas justifier d'un tri généralisé à la source, normalement ne pourrait plus envoyer ses ordures sur un site même existant. Donc, qu'est-ce qu'on fait des sites qui ne seraient pas traités là? C'est vrai que les collectivités, elles ont que l'embarras du choix des filières de traitement, elles ont des catalogues, enfin bon, c'est je rigole, hein, quand je dis ça, parce que c'est vrai que les collectivités se cassent la tête. Il y a des secteurs où on n'a absolument aucune solution de traitement. Donc, si c'est éviter d'envoyer sur un TMB, mais pour envoyer soit à 800 kilomètres, soit dans une installation de stockage, on peut se poser des questions quant à la pertinence écologique du procédé. En l'état, nous, les critères, nous paraissent peu atteignables à moyen terme. Donc, c'est vrai que des critères pareils, outre leur niveau imposé, devraient être associés avec un calendrier de montée en charge. Et en outre, ils nous paraissent très, très difficiles à mesurer, surtout le critère 1 et le critère 2C. Critère 1, c'est les fameux 95. Les 2C, c'était la part de variation entre avant, après, la mise en place de la collecte, enfin, du tri généralisé à la source. Voilà, donc c'est difficilement atteignable et difficilement mesurable. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité d'en revoir certains ou de revoir d'autres paramètres pour pouvoir mieux suivre ces critères qui ne seront pas mesurés qu'une fois pour toutes, hein, ils devront être suivis, mais il faut qu'ils puissent être suivis dans des conditions sans coût énorme et prohibitif et que ça sert vraiment à chaque collectivité comme outil d'aide à la décision pour orienter telle nouvelle de prévention, orienter un nouveau schéma de collecte, etc. Et enfin, il y a des nouveaux textes à venir, donc qui permettront peut-être de répondre ou pas à cette question, tri généralisé à la source pour tous ou pour que les TMB. Donc il y a un projet de décret là qui vient juste de sortir, d'être mis en publication sur la justification du tri avant l'envoi en ISDND. J'avoue, j'ai pas eu le temps de le lire, mais les premiers échos que j'ai eus sont plutôt, négatifs dans le sens où ça rendrait bien le côté quelque part discriminatoire qu'il y aurait par rapport au texte du trait à la source par rapport au TMB. Il y a des arrêtés aussi qui doivent sortir sur les emballages compostables, pardon, ou métallisables, et enfin sur les déconditionnements des biodéchets. Donc voilà, c'est vrai qu'on est dans une période de confinement sans doute propice à multiplier les textes, avec des durées d'analyse très, très, très courtes et toujours avec malheureusement l'absence d'études d'impact pour bien mesurer finalement les conséquences de tel ou tel point, de telle ou telle contrainte sur la vie des collectivités et leur gestion de leurs ordures ménagères. Je vous remercie.